L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de l'économie autrement. Nous sommes le 28 janvier et il est encore temps pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Au micro, Guillaume Le Panéraire. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'édition d'aujourd'hui est consacrée aux nombreux enjeux liés à la gestion du patrimoine religieux en France. L'édito. Le 15 avril 2019, le monde entier assistait avec stupeur à la chute de la flèche de Notre-Dame de Paris, alors ravagée par un incendie qui s'était déclenché dans la charpente du bâtiment. L'émotion, immense, provoquée par ce drame a permis de rappeler à la fois l'attachement de tous les Français à leur patrimoine historique, et notamment religieux, indépendamment des croyances et pratiques de chacun, mais aussi la fragilité de ces édifices et les nombreux enjeux qui entourent leur gestion et conservation. Le succès très important du loto du patrimoine lancé en 2018, vous savez, ce jeu de loterie qui permet de récolter annuellement des fonds pour financer la restauration des sites en danger, illustre très bien ces tendances. Le sujet n'est pas nouveau et on trouve multitudes, rapports, observatoires qui alertent régulièrement sur le mauvais état du patrimoine historique français et sur la nécessité de trouver de nouveaux financements pour sa restauration. Il faut dire que la problématique est complexe, notamment concernant le patrimoine religieux. Le dernier rapport du Sénat publié en juillet 2022 sur ce sujet en rappelle les nombreux défis. Tout d'abord, un recensement encore incomplet. D'après l'Observatoire du patrimoine religieux, la France pourrait compter jusqu'à 100 000 édifices. Mais le dernier recensement, encore en cours, n'en dénombre à ce jour que 70 000. Après l'Italie, la France détiendrait ainsi le patrimoine religieux le plus important d'Europe. Ensuite, une gestion relativement peu homogène. Tous les édifices religieux antérieurs à 1905 sont la propriété de l'État et des collectivités territoriales, tandis que les édifices construits après 1905 sont la propriété des associations cultuelles ou diocésaines qui les ont construits. Ce patrimoine est donc géré soit par les communes en direct, c'est le cas pour 90% des églises catholiques, soit par l'État, pour certaines cathédrales, par exemple pour Notre-Dame de Paris, soit par les églises, soit par des particuliers, des entreprises, françaises ou étrangères. Hormis les contraintes liées au titre des monuments historiques et ne concernent qu'une petite partie de cet inventaire, les propriétaires, dont les communes, n'ont aucune obligation en matière d'entretien, de maintenance ou de rénovation. On estime que plus des 40 000 édifices religieux appartiennent aux 36 000 communes, et celles-ci doivent assumer tant les dépenses de fonctionnement de ces structures, entretien, chauffage, électricité, que d'investissement en gros travaux, rénovation, avec des besoins parfois disproportionnés par rapport aux capacités budgétaires de ces collectivités. Dans le contexte budgétaire actuel, la préservation de ces édifices pourrait ne pas être assurée. Si le rapport du Sénat estime que le patrimoine religieux est globalement en bon état, il partage ses inquiétudes sur une accélération de la dégradation du patrimoine religieux et sur l'abandon de certains édifices dans les années à venir. Citons ce rapport. Il est à craindre qu'un grand nombre d'édifices ne soient plus entretenus au point de rendre leur démolition inéluctable. Ce constat accroît la nécessité de réfléchir sans tarder aux modalités de valorisation de ces édifices et leurs possibles usages, y compris non cultuels, afin de garantir leur préservation en leur redonnant un sens pour le plus grand nombre. Fin de citation. Désormais, il convient donc d'avancer sur l'inventaire du patrimoine religieux pour identifier les sites en péril et trouver de nouvelles sources de financement. Le défi est lancé. Pour développer le thème de cette émission, dans le grand angle, j'aurai le plaisir d'échanger avec Jean-Pierre Gaspard, directeur général bénévole des Chantiers du Cardinal, une structure qui œuvre à la construction, l'embellissement et la rénovation des édifices religieux de l'Église catholique, c'est-à-dire bâtis après la loi de 1905. Finalement, dans le Zoom, nous mettrons en lumière le projet d'Isabelle et Jérôme d'Anglejean de réhabilitation de l'abbaye de Longues-sur-Mer, un monument historique religieux mais privé, puisqu'ils en sont les propriétaires. Grand angle. Commençons avec le grand angle. J'ai donc le plaisir d'accueillir au micro Jean-Pierre Gaspard, directeur général bénévole des Chantiers du Cardinal. Bonjour Jean-Pierre Gaspard. Bonjour Guillaume. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter les Chantiers du Cardinal ? Alors, les Chantiers du Cardinal sont une œuvre d'église qui a été créée il y a presque un siècle maintenant, dans deux objectifs à l'époque. Le premier objectif, c'était de construire des églises, notamment en Île-de-France, pour accompagner l'explosion démographique de cette région, puisqu'il y avait des gens qui arrivaient sur des territoires où il n'y avait pas d'église. Donc, l'idée, c'était de construire des églises. Puis, le deuxième objectif, donc le cardinal des Chantiers du Cardinal, c'est le cardinal Verdier, c'était
de donner du travail à la population pauvre de l'Île-de-France qui n'avait pas de travail et donc c'était, je dirais, coup double. Aujourd'hui, la deuxième mission n'a plus de pertinence et la première mission, donc qui était de construire des églises, perdure puisque nous construisons encore au moment où on est en train de se parler, Guillaume, 3 ou 4 églises en Île-de-France. Mais bien évidemment, comme c'est, des églises qui ont été construites, depuis, presque un siècle maintenant, on fait aussi, des rénovations d'églises et des embellissements d'églises. Donc nos 3 missions, c'est construire, rénover ou restaurer et puis embellir les églises en Île-de-France. Votre structure intervient donc pour les édifices religieux de l'Église catholique et non pour les biens appartenant à l'État. Pour nos auditrices et auditeurs, pouvez-vous rappeler les fondamentaux de la loi de 1905 séparant les églises et l'État? Oui, avec plaisir. En fait, à la Révolution française, tous les établissements, de culte, ont été, nationalisés par l'État et donc en 1905, il y a eu une loi pour régir les relations entre, l'État, et les religions et pour la religion, catholique, a décidé, 2 choses. La première qui est que toutes les églises ont été construites avant 1905 continuent d'appartenir à l'État. Alors là, j'ai dit l'État, mais en fait, au fil de l'eau, c'est devenu, les communes. Mais en gros, c'est, la population, française via l'impôt qui, s'occupe de ces églises. Et puis la deuxième chose, c'est que les églises construites après 1905 seraient en revanche, la propriété de l'Église catholique de France et c'est de ces églises dont les chantiers du cardinal s'occupent. Est-ce que l'on peut quantifier cette répartition entre établissements appartenant aux églises et à l'État? Oui, alors en France, il y a à peu près, 100 000 édifices cultuels. À peu près la moitié appartiennent au privé. Alors quand je dis au privé, c'est je vous donne un exemple, hein, c'est, quelqu'un qui, achète, un château, un particulier qui achète un château et au sein de ce château, il y a une chapelle ou une église et donc cette chapelle ou cette église appartiennent à un propriétaire, privé. Et puis il y en a 40 000 sur les 100 000 qui appartiennent aux communes essentiellement, donc ils sont à la charge, des contribuables et puis il y en a 2 000 qui appartiennent à, l'Église de France et là encore ce sont, celles dont, les chantiers du cardinal s'occupent. Mais avec une pratique en forte baisse, a-t-on encore la nécessité de construire de nouvelles églises? Alors c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent, hein, parce que, ce qu'ils voient et ce qui est la réalité, c'est, dans les petits villages, des églises qui sont, désertées, comme l'est d'ailleurs le village qui est, autour, de l'église. Mais en Île-de-France, là où il y a notamment ces transferts de population et cette explosion, démographique, je peux vous dire qu'aujourd'hui en Île-de-France, toutes les églises le dimanche à la messe sont bondées. Voilà, c'est pas le cas dans la semaine, mais en revanche, le dimanche, pour pratiquer le culte catholique, dans une église, elles sont toutes, bondées. Et quel est l'état aujourd'hui du patrimoine religieux en France, quel qu'en soit leur propriétaire? L'état du patrimoine religieux en France, il est, excessivement, préoccupant. On estime aujourd'hui, à peu près, 1 millier d'églises qui sont en péril. Alors quand je dis en péril, c'est, en péril de destruction, en péril d'abandon ou en péril, de vente. On a aujourd'hui un certain nombre d'exemples en France où, dans les églises, on fait, des autels, enfin dans des églises qui bien sûr sont désacralisées, hein, qui ne sont plus, un lieu de culte, où on fait, des hôtels, des restaurants ou je ne sais pas, quoi d'autre. Voilà, donc c'est à peu près 1 millier et on estime qu'à l'horizon de 2030, c'est 5 fois plus d'églises qui sont dans le péril que je viens, de donner. Donc c'est une véritable accélération du danger et du péril, du patrimoine, religieux en France, que ce soit, l'église dans un petit village ou que ce soit même, des églises, dans les grandes métropoles françaises. Mais comment en est-on arrivé à un tel niveau de dégradation? C'est une bonne question. En fait, c'est une question, d'entretien, hein, c'est comme tout. Si, l'entretien n'est pas fait, dès, la construction, du bâtiment et bien ce bâtiment se dégrade et puis vous commencez à vous en alarmer quand, les fondations s'écroulent, quand les murs, s'effritent et quand, les toitures, fuient
Et en fait, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de besoins de construction d'églises pour servir le développement démographique en France qui était considérable, que les postes d'entretien du patrimoine ont un peu été négligés. Et aujourd'hui, l'Église de France et les chantiers du Cardinal sont particulièrement préoccupés à ce que quand on restaure, quand on rénove, il y a aussi le plan d'entretien. Voilà, il n'y a aucun jugement de valeur sur avant, c'est juste que ce n'était pas la priorité. Mais aujourd'hui, c'est une priorité de restaurer et d'entretenir pour que ça dure le plus longtemps possible. Depuis quelques années, on perçoit un certain regain d'intérêt de la population, de l'État, des associations, des différentes parties prenantes pour le patrimoine religieux. Comment est-ce que cela se traduit? Ça se traduit en fait sous 2 angles. Il y a, aujourd'hui, une partie de la population française qui s'intéresse au patrimoine religieux pour la religion et pour, le culte, qui s'exprime, à l'intérieur de ces lieux de culte. Et puis il y a aussi, beaucoup de gens qui s'intéressent au patrimoine religieux pour sa partie, patrimoniale, historique, la beauté, d'une église, même si on ne partage pas, le culte de l'église, en question. Et on a pu le voir, récemment, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame, hein. Beaucoup de gens ont été très touchés il y a 5 ans par l'incendie à Notre-Dame, qui n'étaient loin s'en faut, pas tous des gens qui partageaient le culte catholique qui s'exprime à l'intérieur de Notre-Dame. Et donc, c'est un peu ces 2 aspects qui font que des gens sont de plus en plus sensibilisés au patrimoine religieux. Et pour faire le lien un peu avec les chantiers du Cardinal, je vous donne une anecdote, hein. Au moment où la cathédrale Notre-Dame a été construite, donc c'était au XIIe siècle, Paris était avec 25 000 habitants. C'est-à-dire que quand on voit cet édifice, on ne se rend pas compte que c'était pour servir 25 000 habitants. Aujourd'hui, la région Île-de-France, c'est une quinzaine de millions d'habitants, donc on voit à quel point il est nécessaire de construire des églises en Île-de-France pour servir la population qui partage le culte en question. Mais au-delà du cas particulier de Notre-Dame de Paris, est-ce que les pouvoirs publics ont pris conscience de cette dégradation du patrimoine religieux et ont mis en place des plans d'action spécifiques? Comme ce péril du patrimoine religieux est significatif, hein, à la fois l'État et l'Église catholique de France s'en sont préoccupés. Alors, je commence par l'État. Notamment, sous l'impulsion, de l'Élysée, il a été, lancé une collecte nationale pour le patrimoine religieux, des communes qui font moins de 20 000 habitants en France. Donc là, l'idée, c'est, en gros, d'aider les communes qui ont peu d'habitants, donc qui ont peu de moyens et qui ont dans leur, centre, ville ou centre-bourg, une église qui est, en péril. Et puis, si je prends maintenant, l'axe de l'Église, catholique, de France, la Conférence des évêques de France a lancé, l'an dernier, les états généraux du patrimoine religieux, justement pour recenser tout le patrimoine qui était, en péril. Aujourd'hui en France, hein, il y a 2 000 églises qui sont fermées à l'année, donc ils ne sont plus du tout, occupées. Je le dis pour dire que ce chiffre n'est pas très élevé, puisque tout à l'heure, je disais qu'il y avait 42 000 églises. Ça veut dire que sur 42 000 églises, il y en a 2 000 qui sont fermées à l'année, mais 40 000 qui sont ouvertes au quotidien. Et les destructions d'églises, c'est à peu près depuis 2000. Il y a une centaine d'églises qui ont été fermées, donc ils ne sont plus utilisées. Et c'est pour dire en fait qu'on est sur une courbe croissante en fait des églises qui sont en péril. Quant au chantier du Cardinal, oui, c'est non pas l'axe, ce sont des lieux qui appartiennent aux communes et donc c'est le contribuable qui s'en occupe. C'est l'axe, ça appartient à l'Église de France et donc c'est les donateurs, la générosité publique qui doit se charger ou à qui on demande, à qui on souhaite qu'elle se charge de l'entretien, de la restauration et de l'embellissement de ces églises. Vous avez rappelé que l'intérêt des Français pour leur patrimoine religieux peut être motivé par des raisons très diverses, sans nécessairement le lier au culte. Est-ce que la réhabilitation d'un édifice religieux doit s'accompagner nécessairement d'une évolution de son usage? C'est une excellente question, Guillaume, hein, c'est ce qu'on voit, ces dernières années. C'est-à-dire que, quand vous êtes alors je vais parler pour le culte catholique, hein, quand vous êtes, un prêtre,
Vous avez des locaux qui sont, réservés, au culte, mais vous avez aussi, des salles de réunion, en sous-sol ou sur le côté, de l'église et de plus en plus, ces dernières années, ces églises ont fait des usages qu'on appelait un moment partagé. Partagé, ça veut dire qu'il y avait, des lieux de culte, où, les catholiques expriment leur foi, mais à côté, des lieux où il y avait d'autres activités qui se tenaient. Alors quand dans les autres activités, c'est des activités, culturelles, ce sont des activités, sociales, solidaires. Alors je donne un exemple, hein, dans une, église de la ville, de Nanterre, puisqu'on n'est pas très loin, de Nanterre au moment de cette émission, radio. Il y a une église tout à fait, classique où, les catholiques expriment leur foi et puis à côté et en sous-sol, il y a des locaux avec, de l'aide aux personnes, qui sont, atteintes, de traumatismes crâniens, de l'aide, pour, sortir, des femmes, des réseaux de prostitution et cetera et en fait, tout ça est excessivement cohérent et les Chantiers du Cardinal s'occupent à la fois de l'Église en elle-même pour, la restaurer et faire que les catholiques puissent exprimer leur foi, mais aussi s'occupe de ces salles, qu'on dit, paroissiales pour que des activités au service de la population puissent s'y exprimer. Alors je disais que ces dernières années, ça s'était, fortement accru. Aujourd'hui, 100 des églises en France disent qu'elles ont des usages partagés, qui sont donc des usages aussi compatibles avec l'exercice du culte. Donc on ne peut pas tout faire, dans une église ou dans des salles paroissiales. Bien sûr, il faut que ce soit compatible avec le culte, mais la solidarité, les activités culturelles, les activités sociales sont parfaitement, compatibles et sont même dans l'axe de la religion, catholique et des autres religions, par ailleurs, d'aide à autrui. Pour conclure ce grand angle, Jean-Pierre Gaspard, quels sont vos besoins pour l'avenir et comment soutenir les actions des Chantiers du Cardinal? Les besoins, sont croissants, à la fois, pour reprendre les 3 axes du début de cette interview, à la fois il y des constructions, on en fait toujours. Alors il y a 16 constructions d'églises aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 16 constructions d'églises, en France et les Chantiers du Cardinal s'occupent des 3-4 églises, qui sont en Île-de-France. Une église aujourd'hui, pour donner, un chiffre, hein, construire une église, c'est une dizaine de millions d'euros. Hein, donc c'est des sommes considérables pour l'Église catholique de France, à la fois considérables parce que c'est la générosité publique qui permet d'avoir 10 millions d'euros pour construire, une église, mais à la fois, si je redonne les chiffres, de la réouverture de Notre-Dame de Paris, hein, Notre-Dame de Paris, ça n'a pas été une construction, ça a été, une restauration suite à un incendie qui a d'ailleurs, je cite Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef, de Notre-Dame de Paris, qui a, sinistré qu'une partie de Notre-Dame. C'est 700 à 800 millions d'euros, donc l'équivalent de 70 à 80 constructions d'églises pour restaurer, Notre-Dame. Ensuite, c'est les églises qui ont été construites, je prends le deuxième axe qui était, la restauration et la rénovation. Les églises qui ont été construites l'ont été, avec des matériaux qui n'étaient pas tout à fait, adaptés, hein. C'est pas de la pierre de taille comme on faisait, au XIIe siècle et notamment, il y a eu, au moment de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, la création, du béton et le béton qui a été fait, à l'époque, c'est pas le béton, armé qu'on connaît, aujourd'hui. Donc, les murs peuvent être, dégradés et puis sur, l'embellissement, ben, l'art sacré, hein, la beauté des choses, font partie, de la religion, hein. Aujourd'hui, il y a un développement de ce qu'on appelle le catéchuménat. C'est un mot compliqué, je m'en rends compte, le catéchuménat, catholique, en France. Donc c'est quoi? C'est des gens qui demandent le baptême alors qu'ils sont adultes, qui ne l'ont pas été quand ils étaient, bébés. La plupart des catholiques en France ont été baptisés lorsqu'ils étaient bébés et c'est une démarche donc d'adultes qui souhaitent rentrer dans la foi catholique et une étude a montré que la première raison qui fait, l'envie, de devenir catholique quand on est adulte, pour 40 des catéchumènes, pardon de ce mot compliqué, la première raison, c'est la beauté, des églises, donc ça reste, notre rôle. Après, je vais donner des exemples, hein, à quelques centaines de mètres de Notre-Dame de Paris,
Monseigneur Ulrich, donc archevêque de Paris, et quelques semaines avant, a réouvert une autre église dont personne n'a jamais parlé, qui est à Paris 20e. Cette église, elle s'effondrait. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'au fin fond d'un village ou au fin fond d'une banlieue, il y a des églises en péril. Là, c'était une église Paris 20e, donc intramuros. Il était nécessaire de refaire les fondations. On a percé 25 mètres sous le niveau du sol pour resolidifier cette église et faire qu'elle ne s'écroule pas. Voilà. On n'en a pas parlé parce que bien sûr, ça n'a pas la notoriété de Notre-Dame de Paris, mais les chantiers du Cardinal se sont occupés de cette église à Paris 20e. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'églises dont le toit fuit. Alors, ça fuit pas dans un petit coin qui gêne personne, ça fuit, ça empêche le culte. Il y a même une église qui a 5 ans, un peu comme la même date que Notre-Dame de Paris, à Franconville, dans le département 95, qui a été fermée pour menace d'effondrement du toit et qui, là aussi, va réouvrir 5 ans après, grâce aux donateurs au chantier du Cardinal. Et là aussi, cette église, voilà, personne n'en a parlé. Et puis, je vous passe les murs de béton qui s'écroulent, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Alors, pour donner au chantier du Cardinal, il y a 2 façons de faire. Il y a le site internet www.chantierducardinal.fr, il y a un S à chantier, ou sinon en envoyant un chèque à l'adresse suivante, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75 004, Paris. Votre demande de don ne concerne-t-elle que les particuliers ? Aujourd'hui, les chantiers du Cardinal font leur action uniquement grâce à la générosité publique, donc grâce aux donateurs. Hein. Les chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention du Vatican, ne reçoivent aucune subvention de l'État, et donc c'est que des particuliers qui permettent les constructions, les restaurations et l'embellissement des églises. En revanche, on évolue et aujourd'hui, on va vers les entreprises qui seraient intéressées par aider le patrimoine religieux catholique. Alors bien sûr, pas sous l'angle catholique, hein, vu la loi de séparation de l'État et des églises, mais sous l'angle patrimoine historique qui a un sens, qui est beau et que la population alentour aime bien. Donc aujourd'hui, on fait un appel aux entreprises pour nous aider, pour celles qui le souhaitent. Le message est passé. Un grand merci à vous pour cet échange très intéressant, Jean-Pierre Gaspard. Le Zoom. Dernière rubrique, le Zoom. Nous restons dans le thème de l'édition et allons parler désormais d'un monument historique religieux mais privé, l'abbaye de Longues-sur-Mer. Située en Normandie, la réhabilitation de cette ancienne abbaye bénédictine du XIIe siècle est portée par leurs propriétaires Isabelle et Jérôme d'Anglejean. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Isabelle, Jérôme d'Anglejean, c'est quoi exactement ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors le projet est un projet familial. Nous avons repris l'abbaye en 2012 avec nos enfants. Mon beau-père l'avait acheté en 64 à des Américains qui l'avaient acheté, eux, en 32. L'abbaye se trouve dans un village à Longues-sur-Mer, sur les plages du débarquement, tout près de Bayeux, entre Arromanches et Port-en-Bessin. Ça vous situe un petit peu. Elle a été protégée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a pas été bombardée, comme beaucoup de bâtiments autour. Et elle n'a pas été trop abîmée pendant le temps de la Révolution, parce qu'il y avait des fermiers à ce moment-là, à l'intérieur de l'abbaye. Depuis, il y a eu des projets pour sauver des bâtiments et commencer de nouveaux projets à l'intérieur pour faire en sorte que ce soit une abbaye ouverte à d'autres. Nous sommes classés monuments historiques, nous sommes ouverts à la visite. Nous avons des stagiaires l'été qui nous aident à faire vivre cette abbaye. Cette abbaye, c'est aussi un projet collectif. C'est un projet collectif familial, on l'a déjà dit, mais le village est très impliqué. Il y a une association d'amis remarquable qui a été créée en 2018. Les collectivités locales, le département, la région aident également l'abbaye, mais il y a une collectivité internationale aussi avec nos prédécesseurs américains, avec des hôtes dans le gîte qu'on a ouvert en 2012 qui sont devenus de très bons amis. Donc il y a tout un projet qui est un projet collectif. Mais également, c'est une abbaye que nous souhaitons mettre au service du bien commun. Le bien commun, c'est bien évidemment partager sa richesse culturelle. Et là, on est obligé de donner un grand coup de chapeau au loto du patrimoine, parce qu'en 2019, quand l'abbaye a été sélectionnée
comme le monument dit emblématique de la région Normandie, en accueillant Stéphane Bern sur place. On a réussi à sauver 2 des bâtiments à l'intérieur de l'abbaye. Donc ça, c'est quelque chose de merveilleux et on a envie de partager ces trésors culturels, ces trésors historiques. Mais également avoir la responsabilité d'un tel monument, ça vous donne un levier. Donc, on peut aussi faire venir des associations qui sont des associations d'insertion, essayer d'éveiller au beau, à la culture, avec des conférences sur la règle de Saint-Benoît ou sur des visites d'expositions sur les abbayes de Normandie. Donc, on a un formidable levier pour partager autour de nous donc tout ce dont on peut bénéficier grâce à l'abbaye et éventuellement éveiller la curiosité de mécènes. Vous avez mis l'accent sur l'ouverture des bâtiments, l'ambition collective du projet, mais finalement, ouvrir au public une abbaye qui est une maison de famille. Aujourd'hui, cela sert à quoi ? Quelle en est l'utilité ? Alors déjà, c'est pas toujours évident. Et l'utilité, c'est de faire connaître l'abbaye. En fait, on a un trésor et on n'a qu'une envie, c'est de le partager. L'utilité aussi, c'est de créer des concerts, des conférences, expositions photos pour que d'autres puissent s'exprimer. On essaye toujours de rester assez local. C'est beaucoup de Normands qui viennent exposer ou faire des conférences. On travaille aussi avec une équipe qui s'est montée pour d'avoir des professionnels qui nous aident dans tout ce qui est charpente, peinture murale, l'histoire des pavés vernissés, les pierres tombales, etc., pour avoir un projet scientifique qui survivra après nous, après nos enfants, pour que l'abbaye continue à vivre et avoir une histoire. Et une autre piste dans les pistes de réflexion sur lesquelles on travaille, c'est de passer à la vitesse supérieure en matière de mécénat. Maintenant, l'auto du patrimoine n'est plus là pour nous aider, donc il faut qu'on trouve, comme le disait une campagne dans les années 70, quand on n'a pas de pétrole, il faut qu'on ait des idées. Là, quand on n'a plus l'auto du patrimoine, on est obligé d'avoir des idées et d'être créatif. Donc, en matière de mécène, l'idée, c'est d'essayer d'en fédérer pour nous aider, pour aider à la mise en valeur de tout ce qui est autour de l'abbaye. Et je pense à des peintures murales exceptionnelles, à la plus ancienne charpente de type armoricaine de Normandie qui a été découverte grâce au loto du patrimoine. Donc ça, c'est merveilleux. Et pourquoi pas imaginer, je crois que c'est le thème de l'émission, d'accueillir dans le cadre de l'économie sociale et solidaire des personnes qui souhaiteraient passer du temps, consacrer des journées, des semaines au service du patrimoine et nous aider dans les 1001 choses qu'il y a à faire tout au long de l'année dans ce lieu qu'on aime beaucoup. Merci à tous les deux et bon courage pour la suite de votre projet. Il est temps à présent de conclure cette édition de l'économie autrement. Je voudrais remercier une nouvelle fois nos invités, ainsi que tous les contributeurs à cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de l'économie autrement, ainsi que toutes les autres émissions de Radio KPMG sur l'application Radio KPMG et sur les principales plateformes numériques, dont kpmg.fr. Prenez soin de vous, Kenavo. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.